Votre nom, s'il vous plaît. Alors, mon nom, c'est Glohagen. Votre prénom? Mon prénom, c'est Paul. Aviez-vous un pseudonyme? Ah non, je n'avais pas de pseudonyme. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 10 avril 1921. Quelle était votre nationalité? Française, de nationalité, Dans quel type de famille êtes-vous né? le milieu rural. Je suis d'un milieu rural. Quelle était la profession de Mes votre père? parents étaient... Mon père et ma mère étaient agriculteurs. Aviez-vous des frères et sœurs? J'avais une sœur et j'étais l'aîné de la famille. Veniez-vous d'un milieu particulièrement patriote? Pas particulièrement. Est-ce que votre famille était engagée sur le plan politique? Non, absolument pas. Pas engagé politiquement. Est-ce que votre milieu ou votre famille était religieux, enfin baigné dans la religion, ou est-ce que votre famille était plutôt indifférente à ces valeurs? Ma famille était indifférente à la valeur religieuse, à toute valeur religieuse. D'accord. Quel était votre niveau d'études en 1940? Niveau brevet supérieur, Est-ce qu'on peut essayer de donner une comparaison avec aujourd'hui? ben, je sais pas, c'est l'enseignement primaire supérieur d'autrefois. Il n'y avait pas d'équivalence avec l'enseignement secondaire. C'est le brevet supérieur, c'est après le brevet alimentaire. Le brevet alimentaire qu'on avait vers l'âge de 16 ans. Quel type d'études suiviez-vous? J'étais reçu à l'école normale d'instituteur de Quimper pour devenir instituteur. Quel était votre lieu de résidence avant le conflit? Dans le Finistère. J'habitais dans le Finistère, à Mellars, M-E-I-L-A-R-S. Étiez-vous marié en 1940? Non, je n'étais pas marié. Donc vous n'aviez pas d'enfant non plus. Je n'avais pas d'enfant non plus, hors mariage. Quelle était votre sensibilité politique avant la guerre? Si vous en aviez eu. Avec, comme tous les instituteurs, je crois que j'étais radical socialiste. Et étiez-vous membre d'un parti politique? Absolument pas. Pas membre d'un parti politique, Ni d'un syndicat? ni d'un syndicat, Ni d'une association quelconque? d'aucune association. Alors je vais prendre le relais. Donc en ce qui concerne vos appréciations sur Pétain, De Gaulle, Vichy et Londres, quelques questions. Comment avez-vous ressenti la défaite? Avec un abattement complet. Et puis dans un profond état d'abattement et puis très inquiet sur l'avenir. Sur le moment, à quoi en avez-vous attribué la raison? Ben, je ne me suis pas du tout posé la question. J'ai pas du tout cherché les raisons de la défaite. En 1940-1941, quelle opinion aviez-vous de la Révolution nationale? À partir de juillet 1940. Ben, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à juger sur place. Je ne suis pas très au courant de ces problèmes. Parce que j'étais déjà en Angleterre. Quel sentiment éprouviez-vous à l'égard du maréchal Pétain? Bon, Pétain, c'était un vieux monsieur qui était dépassé par les événements. Que pensiez-vous des lois antisémites de Vichy? Ben, quand j'ai eu à me poser la question, ça n'existait pas encore. Je l'ai surtout appris après la guerre. Évidemment, c'était inimaginable qu'on ait pu prendre de telles lois. Que pensiez-vous de la suppression des partis politiques et des syndicats? C'était la logique du régime non démocratique. Quand avez-vous entendu parler du général de Gaulle pour la première fois? Ben, j'ai entendu parler, pas du général de Gaulle, mais j'étais le 19 juin, je suis allé voir un camarade, et puis sa mère m'a dit qu'il était parti en Angleterre parce qu'un général avait appelé au combat. Puis elle connaissait pas, sa mère ne connaissait pas le nom du général. Voilà.
j'ai su par la suite que c'était le général de Gaulle. Et donc par quel moyen, mais vous venez de répondre, Oui. vous avez entendu parler du général de Gaulle, et quel a été votre premier sentiment? Ben, mon premier sentiment a été de continuer la lutte et puis de le rejoindre. Et je suis revenu dans mon village, j'ai été voir 4 camarades et nous avons décidé de rejoindre l'Angleterre parce que nos camarades étaient déjà partis. En réalité, ces camarades ne sont jamais arrivés en Angleterre, ils ont pris un bateau de pêche, ils sont allés au Maroc, d'où ils ont été rapatriés et ils ont été à France libre. Comme quoi. Quelle réaction avez-vous eue après Mers-el-Kébir? On avait déjà pris la décision, j'avais déjà pris la décision de rejoindre le général de Gaulle qui était venu nous voir et puis le général de Gaulle lui-même il jugeait assez sévèrement, mais c'était une obligation. Les Anglais, tout ce qui est marine pour les Anglais, ils étaient très sensibles. Ils avaient peur que la marine française se retourne contre eux. Et après l'échec du débarquement gaulliste à Dakar, quelle a été votre réaction? Ouais, très peu. On était déjà, les Français libres étaient déjà engagés dans leur action. Il n'était pas question. Remarquez que, et ce crétin vous dira cet après-midi, lui qui y était, le général de Gaulle, sur place, après l'échec de la tentative de débarquement à Dakar, leur a dit vous êtes libre de reprendre votre engagement vis-à-vis de moi. Et tout le monde a continué. Alors on va passer aux Français libres. Avant votre engagement dans les FFL, aviez-vous pris connaissance de tracts? Non, ça n'existait pas. En France, il n'y avait pas de tracts. Et puis bon, de toute façon en Angleterre non plus. Donc oui, comme vous êtes parti tôt, vous n'aviez sûrement pas eu connaissance de journaux clandestins non plus. Oh non, ça n'existe certainement pas. Écoutiez-vous une radio clandestine au moment où vous avez entendu parler du général? Non, il n'y avait pas de radio clandestine à l'époque. C'est celle de Londres qui est devenue clandestine. Ben oui. Donc vous n'aviez, comme vous êtes parti tôt, vous n'avez pas non plus fait d'acte de résistance sur le sol français. Absolument pas, non. Pouvez-vous nous dire à quelle date précise vous avez rejoint les FFL? J'ai rejoint les FFL dans les premiers parce que, il y a peut-être la question après, parce que j'ai rejoint l'Angleterre le 20 juin. Je suis parti de l'île de Sein. Donc oui, par quel moyen donc? Je suis parti sur un bateau de pêche, le Arzénith, qu'on a retrouvé, qu'une association est en train de remettre en état, jusqu'à l'île de Sein. À l'île de Sein, il y avait un lieutenant des chasseurs alpins avec un détachement, le lieutenant Dupont, qui a pris le commandement. Ce bateau, le Arzénith, il est parti en Angleterre avec ses militaires. Nous sommes restés à l'île de Sein. À l'île de Sein, nous avons été bien reçus, mais les Sénons, ils avaient peur que les Allemands arrivent et ils ont même dit, si les Allemands les trouvent ici, on sera tous fusillés. Si bien qu'ils nous ont donné un bateau pour aller jusqu'à Ouessant. Ils nous ont donné la Véleda, un bateau des phares et balises qui nous a conduits à Ouessant. À Ouessant, nous avons débarqué sur un croiseur français, le Mistral, dans la nuit, dans lequel il y avait un tas de militaires et un général qui nous a traités de morveux en disant qu'on avait peur, qu'on devrait rester au pays, qu'il ne fallait pas fuir, qu'il fallait avoir du courage. Alors on a compris tout de suite que ce n'est pas avec lui que nous irions en Angleterre. Nous sommes descendus dans des canots qui étaient contre ce croiseur. Nous avons ramé dans plusieurs petits bateaux. Nous avons fait du bateau stop et finalement nous avons trouvé un ravitailleur de l'État, le Monique André, qui mettait le cap sur l'Angleterre. Et nous sommes partis le 20 au matin pour l'Angleterre. Nous sommes arrivés le 20 au soir. Et le Arzénith, qui nous avait largué à l'île de Sein, n'est arrivé que le 21 au matin. Votre décision de rejoindre les FFL a-t-elle été prise sur un coup de tête ou après mûre réflexion? Ah ouais, un coup de tête.
Cette décision fut-elle facilitée ou au contraire freinée par votre famille, vos amis ou votre entourage social? Non, mais au départ, a été freiné. Ma famille ne voulait pas, bien sûr. Ils disaient qu'on nous laissait la famille, qu'on s'en allait. Les gendarmes ne voulaient pas qu'on s'en aille. Ils avaient reçu l'ordre d'empêcher tout départ. Enfin, dans le village, on nous traitait un peu des fous, les 4 fous qui s'en vont en Angleterre. Ils sont partis quand même. Les raisons qui vous ont poussé à vous engager dans les FFL étaient-elles d'ordre politique, Non, pas politique, non. idéologique, Pas idéologique non plus. patriotique, Patriotique, certainement. matériel Non plus, certainement pas. ou autre? Ben non, je crois que c'est surtout pour laver la défaite de Caronte. Donc patriotique. Comment s'est déroulé votre départ de France? Donc vous nous l'avez dit tout à l'heure. Les tailles. Mais donc vous avez tout expliqué tout à l'heure. Vous avez expliqué que c'était pas forcément un acte individuel. Vous étiez 4. Vous avez suivi un parcours d'île en île. On va en passer à la suite. Comment s'est déroulée votre arrivée en Grande-Bretagne? Mais en arrivant en Angleterre, on a été très bien accueillis par les Anglais, la Croix-Rouge. Mais nous avons été regroupés. Un train nous a conduits dans la région de Londres, où nous avons été d'abord dans un asile de vieillards, après dans une école. Et on appelait ça des camps de concentration, quand nous, on n'avait pas encore la signification qu'il a de nos jours. Et finalement, nous avons atterri à l'Olympia, qui est un grand magasin de Londres, où le général de Gaulle est venu nous voir pour la première fois. Quel fut l'accueil des Britanniques? Voilà, les Britanniques, ils ont été certainement surpris. Enfin, nous avons été très bien reçus par la Croix-Rouge. Pas de ravitaillement, mais des instruments de toilette, des pyjamas, enfin tout ce qu'il fallait pour les gens qui n'avaient pas de bagages. Avez-vous été pris en charge par des Britanniques ou des Français? Par les Britanniques, parce que nous avons même été pris en charge et puis convoyés et gardés par des militaires dans les endroits où nous étions, parce que nous avons été interrogés, parce que les Britanniques craignaient que dans toutes ces vagues de jeunes qui arrivaient de France, il y ait des Allemands des espions qui se seraient glissés. Alors nous avons été interrogés, et puis tout le temps, et encadrés par les militaires britanniques. D'accord. Êtes-vous passé par la Patriotic School? Non, la Patriotic School, c'est après. Ça, ce sont les gens qui ont rejoint par la suite individuellement l'Angleterre, qui passaient justement pour détecter aussi s'ils n'étaient pas des espions. Tous les gens qui sont partis sur des bateaux individuellement, ou de Bretagne surtout, ils passaient là-bas pour être interrogés. Alors ensuite, c'est plus tard. Alors quelles sont les raisons qui vous ont préféré les FFL plutôt qu'une autre arme, on va dire? Mais à l'époque, il n'y avait que les FFL. Voilà, il n'y avait que les FFL, de toute façon. En Angleterre, ou bien alors ceux qui ne voulaient pas s'engager aux FFL, parce qu'il y en a eu, comme disait quelqu'un, le tout, c'était pas d'aller en Angleterre, encore fallait-il y rester. Parce que l'ambassade de France venait dans les camps et demandait le nom de ceux qui voulaient rentrer en France. Et il y en a qui ont lâché, ils l'ont lâché parce que nous sommes quand même arrivés le 20 juin et nous n'avons entendu parler du général de Gaulle qu'au début du mois de juillet, si bien qu'on se demandait qui c'était ce général. En réalité, de Gaulle était en pourparlers avec les Anglais à l'époque pour avoir le droit de regrouper des hommes. Et quand la France libre, les débuts de la France libre, mon livret d'engagement, c'était pas les forces françaises libres, c'était la Légion des volontaires du général de Gaulle. Les accords de Gaulle, Grande-Bretagne, n'ont été signés qu'au mois d'août. Et là, il y a eu une reconnaissance officielle de la France libre à ce moment-là. Alors, si vous étiez membre de la colonne Leclerc, comment s'est déroulé l'amalgame avec les ex-girodistes au sein de la 2e DB? Ça, c'est le général Leclerc a donné sa personnalité et a dit qu'il ne voulait pas d'histoire. Et finalement, en ce qui concerne mon régiment, qui était commandé par un FFL de la première heure,
Et Leclerc nous a imposé un commandant qui, lui, n'était pas FFL, qui était de l'armée de Pétain, mais enfin, qui était un très très bon officier. Et en Angleterre, avant le débarquement, on a viré l'FFL. Alors c'est pour vous dire que Leclerc, il a été très très dur, il a agi... Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il fallait pour ne pas qu'il y ait... pour que tout le monde fasse le même combat. Mais, alors, quand on a formé la 2e DB, il y a des régiments entiers de l'armée de Vichy qui ont été affectés à la 2e DB, des régiments blindés en particulier. Et ces régiments, évidemment, avaient la mentalité pétainiste. Pour eux, ils allaient débarquer en France pour libérer la France, pour libérer Pétain. Alors, ce n'était pas du tout, évidemment, l'esprit des Français libres. Et actuellement, à l'association des anciens de la 2e DB, ça continue. Quand il y a des réunions, ça ne va pas très bien. Le 12e chasseur, on l'appelait le 12e nazi, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que nous. Enfin, ça pas. Ils se sont quand même bien battus. Et les fusiliers marins, qui était le premier régiment de fusiliers marins, qui a rejoint aussi la 2e DB, où De Gaulle, le général de Gaulle, il a mis son fils pour, justement, dans un milieu pétainiste, parce que celui qui commandait le régiment, ce régiment était rentré dans Bizerte, à la libération de Bizerte, qui n'a pas libéré, il était déjà libéré par l'armée française, en chantant Maréchal nous voilà. Alors, voilà un régiment, on chantait Maréchal nous voilà, qui s'est trouvé intégré à la 2e DB avec les Français libres. Ça ne marchait pas tout seul. D'ailleurs, ce colonel, enfin cet officier de marine, capitaine de frégate, il a écrit ses mémoires, il a dit que ça lui avait fait de la peine de peindre la croix de Lorraine sur ses chars. Il faut vous dire que ça ne marchait pas tout seul. Étiez-vous au courant des combats politiques que livrait le général de Gaulle? Ah oui, ça, nous étions absolument au courant. Nous recevions un bulletin où nous étions renseignés des difficultés générales, mais pas dans le détail. Connaissiez-vous les tentatives de dissidence anti-gaullienne au sein de la France libre, comme celle de l'amiral Muselier, et l'action de ceux qui, aux États-Unis, menaient campagne contre le général de Gaulle? Oui, nous avons été très au courant. Le général Muselier avait voulu finalement... L'origine du différend avec l'amiral Muselier, c'est le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sans le dire ouvertement au général de Gaulle, Muselier avait pris des corvettes, des sous-marins Surcouf, le survette Mimosa et Aconite, qui étaient chargés de convoyer un convoi allié en Amérique du Nord. Il avait distrait ces bateaux du convoyage et il avait occupé Saint-Pierre-et-Miquelon sans problème. Il n'y a pas eu de combat, tout le monde s'est rallié. Alors par la suite, évidemment, il s'est pris un peu le chef de la France libre. Il ne faut pas oublier que dès le début, Muselier, qui était quelqu'un de très, on l'appelait le Formant, quelqu'un de très fort caractère, il voulait peut-être remplacer le général de Gaulle. D'abord, il était plus gradé que lui. Et c'est ce qui a entraîné ce problème avec le général de Gaulle. Il ne faut pas oublier que la croix de Lorraine, c'est Muselier qui l'a imposée, c'est pas le général de Gaulle. Et donc, il y a eu un problème. Alors les Anglais ont fait arrêter le général Muselier. Il y a eu un problème. Et puis il a été libéré, mais enfin, on était très au courant de ça. Mais en réalité, le général Muselier, vous savez, il s'est finalement fâché avec le général de Gaulle, il est parti. Et en 1943, le général Muselier était avec Giraud à Alger, où était chargé d'arrêter les Français libres, les gens de Giraud qui rejoignaient les Français libres, alors, pour vous dire. Mais on était déjà au courant du caractère, de la personnalité générale Muselier. Et que vous inspiraient ces tentatives de dissidence? Bon, ça ne marquait pas les gens. Ça ne marquait pas les gens, c'était un combat de chef. En 1943-1944, que pensiez-vous de la vie politique à Alger, justement? Mais ça, à peu près, les officiers, on a tous été mêlés d'un peu près
ces problèmes parce que De Gaulle n'était pas encore... il partageait le pouvoir avec le général Giraud. Et on était envoyé en permission à Alger pour justement voir un peu ce qui se passait. Mais finalement, De Gaulle l'a eu à l'usure, le général Giraud, parce que le général Giraud n'était pas à la hauteur. Sa devise, c'était « moi je fais la guerre » et il ne voulait pas faire de politique. Et seulement il était très appuyé par les Américains, bien sûr. À l'époque, aviez-vous le sentiment de vous battre, soit pour le général de Gaulle, pour l'indépendance de la France, pour laver la défaite de 1940, par goût de l'aventure, pour la République et la restauration de la démocratie, contre Vichy, par devoir, contre l'Allemagne, contre le fascisme et le nazisme? Essayez de numéroter vos priorités. Oui, alors je vais retenir 3 priorités. D'abord, pour l'indépendance de la France. Deuxièmement, le sentiment de me battre contre l'Allemagne. Et troisièmement, pour laver la défaite de 40. Je dois dire que ma génération, pour ce qui est de combattre contre l'Allemagne, avait quand même le souvenir, parce que tous nos parents avaient fait la guerre 14-18. Et alors, l'Allemagne, c'était resté l'ennemi, malgré tout. Mon père était mort des suites de la guerre. Et l'Allemagne, et puis alors depuis le temps qu'on parlait du problème allemand, la réoccupation de la Ruhr, etc. Et c'était évidemment contre l'Allemagne. Estimiez-vous le personnel politique et administratif de la France libre comme des combattants au même titre que vous? Ah oui, oui, ce personnel administratif était très compétent et il était assez peu nombreux parce que finalement, tous les Français libres, les jeunes comme la plupart, ils étaient tous des amateurs. Alors il fallait quand même du personnel compétent pour encadrer. Ils avaient le même état d'esprit que nous. Quel était votre sentiment à l'égard du général Giraud? Le général Giraud, c'était un très vieil officier. Il avait fait une brillante carrière. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il il était surtout là grâce à Vichy et grâce aux Américains. Il est arrivé grâce à Vichy et grâce aux Américains qui l'ont amené en Afrique du Nord. Quel était votre sentiment à l'égard des Anglais? Ah, les Anglais, c'est des vaillants combattants, plein d'humour. Nous avons toujours été contents de faire la guerre avec les Anglais. À l'égard des Américains? Les Américains, c'est autre chose. Eux, ils ne connaissaient rien de l'Europe. Pour eux, les États de l'Europe, c'est à peu près la connaissance que nous avons, nous, des États américains de l'Amérique centrale, quoi. L'Allemagne... C'est parti. Quelle opinion avez-vous de... On recommence. Excusez-moi. Quelle opinion aviez-vous de l'Allemagne? L'Allemagne, c'était une nation dominatrice qui avait à sa disposition une armée très efficace. En réalité, je veux dire maintenant, c'est peut-être pas le moment, mais l'armée allemande, dans son comportement, personnellement, moi, je n'ai jamais trouvé le comportement qu'on lui reproche. Les Allemands, les unités combattantes avaient un comportement tout à fait correct. Quand ils étaient faits prisonniers, ils étaient prisonniers. Ça ne les empêchait pas de faire le salut aérien, mais ils se comportaient en soldats. Et je dois dire que dans toutes les campagnes, pendant toute la campagne de France, je ne suis jamais arrivé dans un village où on accusait les Allemands d'avoir commis des atrocités. Les Allemands de l'armée allemande. Distinguez-vous l'Allemagne du régime nazi? Bon, je ne pense pas. Non, on ne pouvait pas distinguer l'Allemagne de l'armée nazie. C'était la même chose. D'ailleurs, tout le peuple allemand, il a été complice dans le génocide. Donc après une question sur les soldats allemands, mais vous y avez déjà répondu partiellement. Quels étaient vos sentiments à l'égard des soldats allemands? Moi, finalement, on avait un peu d'admiration. Et vous savez que pendant la guerre de Libye, quand on était au Tchad, enfin, on faisait la campagne de Libye, les Anglais avaient des problèmes parce qu'ils avaient un général Montgomery qui était certainement
qui était aussi un bon général, mais les Anglais, ils avaient de l'admiration pour le général Rommel qui était de l'autre côté, parce qu'ils considéraient que c'était un général magnifique, d'allure et puis tout, qui était toujours en première ligne, etc. Et il y avait eu, ils avaient reçu quelques notes pour dire d'essayer de refréner cet état d'esprit qui naissait en Libye, où les gens avaient de l'admiration pour Rommel. D'abord, ils étaient bien habillés, ils étaient bien équipés, alors que nous étions des va-nu-pieds à l'époque. Voilà. Quel était votre sentiment à l'égard des prisonniers allemands? Vous avez aussi répondu par Ah oui, enfin, les prisonniers allemands, je vous dis, ils ont toujours été très corrects, mais ils n'ont jamais collaboré, hein. Ils ont répondu au minimum de questions. Et de toute façon, ces prisonniers, ce qu'ils devenaient, nous les remettions aux autorités américaines. Dans les unités de l'avant, on ne pouvait pas les garder, ils allaient à l'arrière. Mais il n'y a pas eu de problème d'évasion, je n'ai jamais eu ça, on les gardait. On les montait dans nos voitures, désarmés, il n'y a jamais eu de problème. Donc après, il y avait quel était leur sort, mais Oui. vous expliquez que vous les remettiez. Oui, c'était pris par les Américains. Par les autorités américaines. On va passer à la résistance. Quelle opinion avez-vous de la résistance intérieure? Maintenant, en réalité, pendant la guerre, nous n'avions aucune idée de la résistance intérieure. Parce que on savait qu'il y avait eu la fusillade, les fusillés de Châteaubriand, enfin on savait qu'il y avait des fusillés, mais on n'avait pas un aspect global de la résistance. Avez-vous eu connaissance de la création du CFLN? Oui, vaguement, mais finalement, ça nous dépassait un peu. Je sais, c'était le combat du général de Gaulle contre les mouvements de résistance en France. Parce que ce qu'il fallait, ce que cherchait le général de Gaulle, ce qu'il est arrivé à faire avec Jean Moulin, c'est à coiffer les mouvements de résistance. Donc, on va arriver à Jean Moulin. Et puis, alors, il faut ajouter que tous les mouvements de résistance ne dépendaient... il y en a qui dépendaient directement des Anglais en France. C'était des mouvements comme le petit mouvement de M. Mitterrand, où ils n'étaient que quelques-uns, mais ils dépendaient des autorités anglaises. C'est pourquoi le mouvement de la résistance, il n'a pas été retenu par le Conseil d'État comme mouvement de la résistance française. Donc, quand avez-vous entendu parler de Jean Moulin pour la première fois? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, c'est Jean Moulin... Et du CNR, non plus? Non plus. Moi, on n'avait pas... Je dois dire qu'on ne s'occupait pas tellement de ça. Moi, j'ai découvert la résistance à la libération. Voilà, nous allons maintenant parler de votre vie quotidienne, votre vie militaire. Dans quelles unités des différentes armes des FFL ou des réseaux menant le combat clandestin avez-vous servi? Alors moi je suis arrivé en Angleterre et quand nous avons été militaires, nous avons été rassemblés au camp de Camberley et à un moment donné, De Gaulle a décidé qu'il fallait faire des cadres, des spécialistes. Et alors le problème c'était que comme personne n'avait de pièce d'identité ni de diplôme, ceux qui étaient militaires, il y en a qui s'étaient déjà mis des galons, etc. De Gaulle, il a voulu tout vérifier. Tout le monde a passé un examen de culture générale. Alors les premiers ont été jugés aptes à faire des officiers, les autres des sous-officiers, et les derniers des spécialistes, des chauffeurs, des radios. Et alors je me suis trouvé au cours des officiers d'artillerie à Camberley. Et je suis donc resté en Angleterre jusqu'en 1941. Et en 1941, j'étais désigné pour partir en Afrique. Je suis allé au Tchad. Et nous étions partis à 4 avec 4 canons de 40 Beaufort, anti-aériens et anti-chars. Et nous sommes arrivés fin 1941 au Tchad. Moi, j'étais avec 2 canons au mont du Tibesti, en plein Zouar, à la frontière de Libye, qui était la base avancée de Leclerc, où je suis resté 2 ans.
dans le désert, sur un rocher. Et êtes-vous monté en grade dans les FFL? Et si oui, quel grade et à quelle date? Ah oui, j'étais aspirant en 41, non en 42, sous-lieutenant en 43 et lieutenant en 43. Je crois que c'est ça. Et vous n'aviez Oui. aucune formation militaire? Ah non, au absolument départ, pas, hein, non, vous étiez non. instituteur, donc Rien. vous aviez une tendance, peut-être une préférence pour l'aviation? Mais oui, parce que en 1939, je m'étais déjà engagé dans l'aviation. Et j'avais passé la visite pour être pilote d'aviation, élève pilote, et puis j'avais été reçu à la visite médicale. Et quand j'ai reçu ma convocation pour y aller, ma mère m'a dit « Tu vas pas nous faire ça, tu vas partir », et je suis pas parti. Parce qu'entre-temps, à la ferme, les 3 ouvriers agricoles avaient été mobilisés et il n'y avait plus personne. Alors je ne suis pas parti, j'ai été nommé instituteur, j'ai travaillé à la ferme, j'ai fait l'école dans le village. Alors sur les campagnes auxquelles vous avez participé, bon, vous nous avez parlé du Tchad, mais vous avez peut-être d'autres éléments. Et avez-vous été donc blessé? Ah non, je n'ai jamais été blessé. Je n'ai jamais été blessé. Et sinon... Pas grièvement, j'ai eu 3 blessures, mais je n'ai jamais été évacué. Vous avez participé à d'autres campagnes, dans d'autres pays? Donc, le Tchad, on a fait du Tchad, donc avec Leclerc, nous sommes montés jusqu'à Tripoli, alors que les Anglais avançaient vers Tripoli, la France de l'est à l'ouest, nous sommes montés du sud au nord. Et après la colonne Leclerc est devenue la force L, la force Leclerc, parce qu'elle a été complétée par des unités qui venaient des Français libres qui venaient d'Égypte. Et on a fait la campagne de Tunisie qui s'est terminée en mai 43. Après mai 43, nous sommes restés un peu en Tunisie, et puis comme tout le monde désertait de l'armée Giraud pour venir chez nous, on a estimé qu'il valait mieux nous exiler, on nous a envoyés en Tripoli. On nous a envoyés dans la région de Tripoli, dans le désert. Et puis, après de là, le général de Gaulle a réussi à obtenir qu'il y ait 2 divisions françaises libres qui seraient équipées par les Américains. Et alors, il y a eu la première DFL qui venait d'Égypte, donc, qui a été équipée et qui est restée... Qui allait en Italie, et puis la deuxième DB qui était formée au Maroc, avec des unités de l'armée Giraud en entier, et plus des FFL qui venaient, des gens qui étaient venus par l'Espagne, et puis des déserteurs de l'armée Giraud. Il a formé la deuxième DB qui a débarqué en Normandie, libéré Alençon, Paris, Strasbourg, jusqu'à Berchtesgaden. Voilà la grande aventure. Et quel type d'armement utilisiez-vous, et notamment de quelle nationalité? Nous avons eu du canon de 40 Beaufort. C'était du matériel anti-aérien surtout, et anti-char aussi à l'occasion. C'était un matériel suédois fabriqué par les Anglais. Alors il était fabriqué par les Anglais pendant la campagne de Libye, et du matériel fabriqué par les Américains à la deuxième DB. Et donc en règle générale, cet armement était donc de qualité bonne, Oui, c'était un très bon convenable, matériel. médiocre, Très bon matériel. Y a-t-il eu une évolution dans le domaine du matériel, dans le temps? Non, il n'y a L'évolution des pas eu peut-être dans des détails pour les problèmes de tir. Et moi qui suis resté dans l'armée, quand j'ai pris ma retraite, je commandais un régiment qui était encore équipé de ce matériel. C'est vous dire qu'il était bon. Vous étiez fourni en quantité suffisante? Oui, nous avions. Matériel, munitions. Enfin, chez les Anglais, beaucoup moins. Les Anglais étaient beaucoup moins riches que les Américains. Mais chez les Américains, si on perdait un canon, le lendemain, on avait un autre. Aviez-vous le sentiment qu'en ce domaine, vos camarades de combat, anglais ou américains, étaient mieux traités? Oh non, Dans c'était le domaine pareil. matériel. Non, Anglais, les Américains aussi. Les Anglais, on partageait tout. Le problème, c'est que avec les Anglais, on était obligé d'aller quelquefois de se servir chez les Américains. Donc la nourriture, est-ce que vous avez des Oh, la souvenirs nourriture. particuliers concernant
La nourriture, l'intendance Bon, en Afrique, on a vécu, on touchait la nourriture pour un mois. On touchait de la nourriture pour un mois à base de riz et puis de conserve, c'était tout. 1 litre de vin par semaine, petit apéritif. Puis on buvait du thé, comme les Anglais. On s'arrêtait de faire la guerre à 5 heures pour boire du thé. Donc Et vous avez l'impression que c'était plutôt convenable ou plutôt déficient comme... Artisanal, on survivait. Et puis de temps en temps, on recevait du ravitaillement supplémentaire qui venait d'Amérique, qui venait un peu partout, des gens qui nous aidaient. Mais enfin, on avait la ration de base, et puis après, voilà. Les services de santé étaient-ils déficients, convenables ou de bonne qualité? Oh, le médecin faisait le maximum, avec peu de moyens. Il y avait très peu il n'y avait pas d'évacuation sanitaire, etc. Quand nous étions au Tchad, quand quelqu'un était gravement malade, il descendait par camion, et puis après il prenait le bateau à Libreville pour aller en Afrique du Sud, pour trouver un climat plus régénérant. La solde était-elle suffisante et versée régulièrement? Oui, la solde, je l'avais marqué dans mon papier, là, vraiment, c'était versé, mais on n'a rien à faire, hein, parce qu'on n'arrivait jamais à... Moi, je suis resté 2 ans et demi sans pouvoir dépenser de l'argent, sauf quand on arrivait, quelquefois, il y avait des camions qui montaient, elle dit, ah, il y a du whisky, alors on avait du whisky, alors mais autrement, on ne dépensait rien. Alors, suffisant, j'en sais rien, on n'avait pas beaucoup de besoins. On n'a surtout pas le temps. Quelles étaient vos relations avec vos compagnons d'armes? Ah là, il n'y a pas de problème, sans distinction de grade, tout le monde s'entendait. Je dis, l'esprit français libre, quoi, une discipline librement consentie. Et avec les indigènes, pareil, tout le monde, c'est la même chose. Et ces indigènes, ils étaient tellement imprégnés de la France libre qu'ils ne reconnaissaient que la Croix de Lorraine. C'était une anecdote, quand la future deuxième DB, quand nous étions donc la région de Tripoli, est partie au Maroc pour s'équiper en matériel blindé, il était évident qu'on ne pouvait pas garder nos indigènes, nos noirs avec nous. Et ils sont partis, et on les a rapatriés. Et le premier camp où ils sont partis par bateau, ils ont été dans la région de Dakar, dans un camp où on a monté le drapeau français et il n'y avait pas la Croix de Lorraine. Et ben, ils ont fait un scandale et finalement ils se sont révoltés. Il y en a même qui ont été fusillés. Alors c'est pour vous dire, ces gens-là, c'était des Français libres à fond. En 1944, comment s'est déroulé l'amalgame avec les FFI? Oui, nous n'avons pas eu des FFI. Nous avons eu des gens qui nous ont rejoints comme ça. C'est-à-dire que si on avait quelqu'un de blessé, de tué, dès la Normandie, on recrutait sur place quelqu'un. Et c'était une anecdote de ce sujet. On en avait un en particulier. On avait, dans ma batterie, moi je commandais une batterie, c'est-à-dire 8 canons. Et il y avait un chauffeur qui avait été blessé, on avait recruté quelqu'un qui savait conduire, qui avait pris... Et arrivé à Paris, et ben les Parisiens ils disaient, etc., tout le monde était persuadé qu'on venait tous du Tchad. Alors ils étaient sceptiques, ils s'étaient engagés en Normandie, ils disaient, et alors, vous venez du Tchad? Oui, oui, oui. Et moi j'étais là, je dis, mais c'est pas vrai. Je lui dis après à part, il dit, moi j'en ai marre. Il dit, quand je dis que je viens de Normandie, les gens me croient pas. Alors tout le monde venait du Tchad. Alors que, pour bien préciser, à la deuxième DB, il y avait 550 Européens seulement qui venaient du Tchad. Alors c'est pour vous dire, parce que la colonne Leclerc, c'était 3500 Africains et puis 550 Européens seulement. Alors c'était très peu. Et quelle opinion aviez-vous donc à l'égard de ces FFI Ben, moi j'ai surtout jugé les FFI à Paris, où on s'est battu avec eux, on s'est battu, oui, avec eux contre les Allemands. En particulier, moi j'ai libéré Saint-Mandé, où ils étaient avec nous, ils se comportaient bien au combat, mais alors, en arrière-pensée, ils ne pensaient qu'à une chose, c'était à voler des armes.
particulier. Moi, mon unité, on lui a volé une mitrailleuse sur Tourelle, on lui a volé des fusils. Et puis, quand on les interrogeait à fond, leur chef, ils vous disaient que leur but, c'était de s'armer pour prendre le pouvoir. Alors, moi, je parle de Paris. Hein. J'ai connu que les FTP de Paris. C'était l'état d'esprit à Paris, qui emmagasiner le maximum d'armement et de munitions pour pouvoir prendre le pouvoir. Avez-vous été fait prisonnier? Non, non, j'ai été fait prisonnier. J'ai risqué. Donc vous vous êtes jamais évadé? Je ne suis jamais évadé. Conserviez-vous pendant toute cette période des liens avec votre famille, vos amis? Et si oui, par quels moyens? Ben, j'ai eu 3 fois des nouvelles de ma famille par un message de la Croix-Rouge qui passait par la Croix-Rouge du Caire. J'ai eu un message en 42, en 43 et en 44 au Maroc. C'est des messages très très courts. Bonne santé, je suis en bonne santé, etc. Comment supportiez-vous l'éloignement? Finalement, je ne me suis pas posé de questions. Et les camarades non plus, j'ai pas vu des gens pleurer parce qu'ils étaient loin de leur famille. Non, je sais pas. Entraîné dans ce mouvement, non. Et portait bien. Pouvez-vous suivre l'évolution de la situation en France? Mais on avait des bulletins d'information, même quand on était en plein désert, on avait un bulletin d'information qui donnait la situation, mais grosso modo, quoi, dans le détail. On n'était pas au courant des mouvements de la résistance. Pas tellement. Ni des bombardements. On n'était pas tellement au courant des bombardements non plus. Vous aviez surtout les informations par la BBC Pas pour la BBC, oui, où les Français parlent au français. De quelle distraction vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous avoir apprécié Oui, je l'avais mis j'avais écrit là. Finalement, j'ai cherché, on n'avait pas de distraction, alors zéro, hein, le théâtre aux armées. Mais la distraction, c'était quand on recevait des conserves supplémentaires, l'arrivée exceptionnelle de nourriture et puis du whisky. Du Canada Dry, on recevait que ça. Et puis, c'était tout. Une distraction. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai toujours rêvé dans le désert de manger des millefeuilles. Et mon grand truc, et je ne sais pas pourquoi ça me poursuit. Et quand c'est mon anniversaire, c'est toujours un millefeuille. Et dans le désert, j'ai pensé millefeuilles. Et quand on a libéré la Tunisie, j'ai pu aller dans une pâtisserie à Tunis. J'ai mangé des millefeuilles. Et voilà. Et depuis, ça ne m'a pas fait passer le goût. Avez-vous envisagé à un moment que l'Allemagne puisse gagner la guerre? Oui. On n'était pas tellement sûr en 40. Hein. En 40, les Anglais n'étaient pas tellement assurés. Hein. Tout le monde avait pris les armes, et toutes les personnes âgées, et puis ça, tout le monde avait un fusil. Vous ne pouvez pas vous promener de la campagne sans être arrêté par un home guard qui contrôlait le pays, toutes les circulations. Il ne fallait pas aller chercher des murs ou des champignons en dehors du camp, aussitôt tomber sur un home guard. Et donc, je pense qu'il n'était pas rassuré du tout, à tel point que au début, ça devait être au mois d'octobre, on nous a demandé quel nom on prendrait si on devenait canadien. On nous a fait choisir un nom en gardant les mêmes initiales, et chacun a donné le nom qu'il prendrait, parce que en cas d'invasion, on serait déclaré Canadien-Français. C'est pour vous dire qu'il n'était pas tellement assuré. Je me rappelle, moi, Péché, pour le Glaguin, c'était Peter Grover. Et si l'Allemagne avait emporté la guerre, avait gagné la guerre, que pensez-vous que vous auriez fait après la guerre? Ah ben ça, je serais devenu Canadien-Français, voilà. Certainement, parce que j'avais déjà le nom. Alors, on va passer à l'après-guerre.
Quand et comment s'est déroulée votre démobilisation? Oui, j'ai pas démobilisé parce que je suis resté dans l'armée. Parce que après la fin de la guerre en France, il y avait la guerre contre le Japon continuait, et on a demandé à la deuxième DB, Leclerc a demandé les volontaires pour le suivre pour aller en Indochine. Alors j'étais volontaire pour aller en Indochine, je suis allé en Indochine. Et alors étant en Indochine, tout à l'heure en aparté, comme j'étais dans l'éducation nationale, on m'a demandé si je voulais revenir à l'éducation nationale pour enfin aller commencer les études, et puis ou bien rester dans l'armée, et puis j'ai choisi de rester dans l'armée. Combien de temps êtes-vous resté dans l'armée? Ben, je suis resté dans l'armée jusqu'en 1965. J'ai 44 ans, j'ai pris une retraite de colonel. Après avoir franchi tous les grades et avoir liquidé l'Empire français dans les troupes de marine. Quelles étaient vos relations avec vos compagnons d'armes non FFL? Oh ben, après la guerre, ça a été assez dur, parce qu'il y avait très peu d'FFL qui sont restés dans l'armée, parce que ce n'étaient pas des militaires de carrière, c'était des amateurs. Alors, c'était très difficile, parce que ceux qui étaient plus âgés que moi, qui étaient donc des gens qui avaient une formation d'officier de 39, qui avaient tous été prisonniers, ou à peu près, qui avaient donc tous été pétinistes, certainement. Et c'était pas facile de se faire admettre. Mais on a continué à porter les FFL, on a continué à porter l'insigne des Français libres, les ailes. Et moi j'ai eu un colonel qui m'a dit, mais pourquoi vous portez cet insigne, vous ne servez pas dans l'aviation. Dans la marine, ceux qui continuaient à porter la croix de Lorraine, l'insigne de la marine, on leur demandait d'enlever leur perchoir à perroquet. Comment avez-vous été accueilli à votre retour en France, par vos proches et par la population en général? Pour la population, on était très bien reçus. Quand on a libéré les villes, on était très bien reçus, même trop bien reçus. Mais pour la famille, alors moi, c'est là que j'ai appris la résistance. Je suis rentré chez moi, j'avais un oncle et un cousin qui avaient été déportés, dont on n'avait pas de nouvelles, bien sûr. Et puis, chez moi avait servi, il y avait eu un groupe de résistants, avec un dépôt d'armes et puis tout, des gens qui avaient participé au combat de libération. Il ne faut pas oublier que ça a duré assez longtemps là-bas, parce que Brest n'a été libéré que plus tard. Et dans mon coin, là-bas, les Allemands sont restés jusqu'au mois de septembre. Et alors j'étais étonné de voir le nombre de gens qui ont servi dans la résistance. Et finalement, il y a eu très peu de collaborateurs. Avez-vous été surpris par la France que vous avez retrouvée en 1944-45? Et si oui, en quoi? Je vous dis, moi j'étais surpris par l'état d'esprit des gens, j'étais surpris par le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis des Allemands. Finalement, moi je pensais que tous les Français étaient pétinistes en réalité, tout au moins en Bretagne, ils n'étaient pas. Et il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de... Ceux qui n'étaient pas pour la résistance n'ont rien fait contre la résistance. Autrement, l'état d'esprit des Français, bon, on disait, quand on a quitté Paris pour aller vers l'Est, on a dit, allez les gars, allez-y, quoi. Hein, mais remarquez qu'on a eu des très jeunes à Paris, nous avons eu beaucoup d'engagés, parce qu'on a profité pour séparer de ceux chez nous qui étaient les plus âgés, qui avaient déjà fait beaucoup de campagnes. Il y en a beaucoup de... Et alors on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup de fils de famille qui sont venus s'engager, qui avaient besoin d'avoir un petit air de gaulliste sans doute, et qui s'engageaient à la deuxième DB. Les fils de noms bien connus, de grands entrepreneurs, etc.
Qu'avez-vous pensé à l'époque de l'épuration? Ben, l'épuration, l'épuration a été trop expéditive dans certains cas. Et moi j'ai vu dans certains villages libérés, on voyait les FFI qui tondaient les femmes, qui les enduisaient de goudron, etc. On n'a pas très apprécié. Et en plus de ça, ils venaient nous les remettre pour qu'on les fusille. Alors évidemment, ça n'a pas été notre cas. On les a toujours sauvés quand on a pu. Mais alors, par contre, après l'épuration officielle, alors par les tribunaux, ça a été assez lent. Et finalement, les coupables s'en sont bien tirés. Avez-vous assisté à des scènes d'épuration? Oui, comme je vous ai dit, j'ai Oui. vu des femmes tondues, on en a vu un peu partout, en Normandie, à Paris, etc. C'était assez lamentable. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'extermination des Juifs par les nazis? Ah ben ça, on l'a appris, aussi curieux que ça puisse paraître, on l'a appris très tardivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été rentré en Allemagne, quelques-uns, la deuxième DB n'est pas passée à Dachau, mais plusieurs ont été voir le camp de Dachau parce qu'ils avaient des parents qui étaient déportés. Mais c'est à ce moment-là qu'on a su exactement comment c'était passé, qu'on avait déporté de façon systématique tous les Juifs. Et ça on ne le savait pas. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes disent qu'ils ne savaient pas. Ils le savaient peut-être. Mais en France, les gens, finalement, ils connaissaient quelques personnes qui avaient été déportées, mais ils n'avaient pas non plus, en France, une vue d'ensemble du dégât que ça avait pu faire, toutes ces déportations de Juifs. Quelle était à l'époque votre opinion à l'égard du Parti communiste? Ah, je vous dis, le Parti communiste, d'après ce que j'ai vu à Paris, moi, à l'époque, j'ai eu l'impression qu'ils allaient prendre le pouvoir. À tel point que par la suite, quand on a retiré la deuxième DB du front d'Alsace, on a été envoyé pour une mission un peu politique dans le centre de la France, pour des interventions éventuelles. Parce qu'on ne savait pas trop, le général de Gaulle n'était pas trop assuré sur ses arrières. Quel a été après la guerre votre sentiment à l'égard du parcours politique du général de Gaulle? Ben, moi je trouve qu'il a... Après la guerre, jusqu'à son départ, son parcours, il a été comme il avait toujours imaginé. Mais personnellement, j'étais contre son retour en 68. J'ai eu peur que finalement ça s'est bien tourné. Il est parti honorablement, mais j'ai eu peur qu'il ne fasse pas aussi bien. Aujourd'hui, vous définissez-vous comme gaulliste? Non, c'est un terme que j'aime pas. J'ai jamais été gaulliste. Personne n'a jamais été gaulliste dans les Français libres. Tout le monde était free French. Et puis, même De Gaulle n'aimait pas le terme de gaulliste. Bien qu'il aurait dit que tout le monde a été, sera, ou deviendra gaulliste. Quelle profession avez-vous exercé après la guerre? Donc vous Non, avez dit que vous avez continué. Oui, je suis resté dans l'armée. Voilà. Avez-vous le sentiment d'avoir réalisé une ascension sociale grâce à votre engagement? Oui, je pense. Oui, certainement, hélas. Grâce à mon engagement, oui. Enfin, je ne peux pas comparer ce que je serais devenu si j'étais resté dans l'éducation nationale. Et plus généralement, avez-vous le sentiment que votre engagement dans la France libre a changé le cours de votre vie? Ah, certainement, parce que je n'étais pas du tout destiné à devenir un militaire. Voilà. Alors pour terminer, nous allons donc parler de la mémoire, de la résistance, de votre résistance. Alors avez-vous obtenu une distinction militaire? Ah oui, j'ai été très décoré. J'étais fait chevalier de la Légion d'honneur à l'âge de 23 ans. J'ai fini officier de la Légion d'honneur, plus de décoration, enfin bref. Ce que gagne un militaire quand il n'est pas mort. La croix de guerre? Oh oui, 5 croix de guerre. Oui, plusieurs croix de guerre. Vous avez été décoré automatiquement ou au terme d'une démarche particulière? Automatiquement, oui, dans l'armée, vous avez des citations, vous êtes décoré, mais enfin, c'est... non, on ne fait pas de démarche. Non.
Aujourd'hui, êtes-vous membre d'une association de vétérans? Si oui, laquelle? Ah, je suis membre de deux associations. J'étais président de l'association des Français libres ici dans la Vienne, et puis maintenant je suis membre de la fondation de la France libre de M. Barra, et je suis membre de l'association des anciens de la 2e DB. Avez-vous aujourd'hui... C'est moi qui ai un peu... Oui. Avez-vous aujourd'hui l'impression qu'on honore trop les FFI et pas assez les FFL? Certainement, certainement. Les Français libres n'ont pas su se vendre après la guerre. Ça les a pas intéressés. Alors, Donc, tandis que la résistance a su se mettre en valeur, à juste titre d'ailleurs, il le mérite bien. Enfin, nous sommes passés à l'arrière-plan. On s'est mal vendu. Alors, quelle est pour vous la date commémorative de la résistance? Le 18 juin 1940 et l'appel du général de Gaulle, août 1944 et la libération de Paris, le 8 mai 1945 et la victoire sur le nazisme, ou une autre date? Quelle est la date? Moi, c'est le 18 juin. La résistance, c'est le 18 juin. Encore que les mouvements de résistance, les grands chefs comme Freinet disaient bien qu'ils n'avaient pas répondu à l'appel du 18 juin. Et c'est vrai que même si le général de Gaulle n'avait pas fait un appel, il y aurait eu la résistance en France, c'est certain. Enfin, le 18 juin, ça va bien. Ça va bien. Ce serait même, comme on cherche une date officielle pour honorer tous les guerres, tous les événements français, on pourrait prendre le 18 juin, mais seulement, finalement, on ne peut pas, parce que le 18 juin, c'est également l'anniversaire de Waterloo. Si vous deviez aujourd'hui retenir 3 mots pour résumer les raisons de votre engagement, lesquels choisiriez-vous? Ben, moi, je crois mettre... battre les Allemands. Et puis l'enthousiasme et puis désintéressement. Pour vous, quels sont les livres ou les films qui traduisent le mieux l'esprit de la résistance? Les mémoires du général de Gaulle. Sûr. Percevez-vous un manque d'intérêt des jeunes générations à l'égard de votre combat? Et si oui, à quoi l'attribuez-vous? Ah oui, les jeunes n'ont pas d'intérêt. Moi, j'ai fait des conférences dans les écoles. Finalement, ça ne les intéresse pas tellement. Ce que m'avait fait remarquer un professeur, le professeur Picard, il m'avait dit, c'est curieux, ce sont les plus mauvais élèves qui s'intéressent le plus à cette période. Et j'ai eu la confirmation par la suite, par ailleurs. Et comment l'expliquez-vous? Je sais pas, ce sont des valeurs. Vous savez, on a défendu des valeurs qui n'ont plus cours. Alors, ça fait ringard de faire la guerre pour des frontières, pour des idéologies, même pour des idéologies. Participez-vous régulièrement à des rencontres avec des collégiens ou des lycéens? Oui, je l'ai fait, je ne le fais plus, là, mais enfin, j'ai des petits-enfants, quand ils sont au lycée, avec lesquels je parle de ces problèmes. J'ai une petite fille qui a même lu l'appel du 18 juin quand on a dissous l'association en l'an 2000. Mais enfin, j'ai du mal à les intéresser à ce problème. Puis j'insiste plus maintenant. Parce que je crois que... D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a dissous l'association des Français libres, parce qu'on était vieux, enfin on avait pris de l'âge, et puis on s'est aperçu que ça ne servait à rien du tout. Alors c'est pour ça qu'avec la fondation, avec des plus jeunes, et puis, alors le fait que ce soit d'autres qui s'intéressent à ces problèmes, parce que finalement, quand on se réunit, quand on fait le 18 juin, qu'on va déposer les gerbes au monument aux morts et tout ça, ben, c'est un peu de l'auto-glorification, vous comprenez? Alors ça se dit, on ne va pas continuer comme ça, il faut que ce soit les autres qui, s'ils ont envie, qui nous glorifient. Donc, quel enseignement retirez-vous de tout cet engagement? Moi, je crois que je suis content. On a refait ça.
d'avoir été à la France Libre, d'avoir trouvé des bons camarades, malheureusement qui disparaissent petit à petit. Et alors, ce qui me gêne beaucoup aussi, c'est que ceux qui disparaissent, les 2 derniers qui ont disparu dans la Vienne, les 2 disparus qui ont l'Étienne et puis Bernard, que vous avez connaissé, M. Barra, eh ben, ils ont disparu sans l'annoncer. Ils n'ont pas voulu qu'on mette une écologie dans le journal. Ils n'ont pas voulu que... Ils ont disparu. Ils ont voulu disparaître comme ça. C'était pourtant anonymement. Alors moi, j'ai beaucoup de camarades qui sont comme ça. Maintenant, ils veulent disparaître, qu'on ne parle plus d'eux. Alors, c'est le moment passé. France Libre, c'est terminé. Voilà, il reste